Je pensais que la trahison s'accompagnait de signes avant-coureurs, d'un changement de ton, d'un regard qui s'attarde trop longtemps, voire pas du tout. Mais en vérité, elle vous frappe quand on n'y est pas préparé, quand on baisse la garde et qu'on a les mains pleines d'espoir. Ce jeudi après-midi-là, je revenais tout juste d'un déjeuner avec un vendeur, fredonnant encore un air de radio, lorsque j'ai décidé de vérifier le compte joint. C'était la routine. J'aimais voir le chiffre grimper lentement au fil des ans, comme une plante qu'on arrose fidèlement en attendant sa floraison. Ce jour-là, pourtant, l'écran ne m'a pas accueilli avec le réconfort habituel. Il m'a accueilli avec un vide. $0. J'ai cligné des yeux, rafraîchi à nouveau. 0. Le curseur m'a répondu, presque satisfait. Mes mains sont devenues froides. Mon estomac a hoché la tête. Pendant 1 minute. J'ai cru à un bug. Une erreur bancaire ou une panne temporaire du système. Mais l'historique des transactions l'a confirmé. Un retrait. Tout a disparu. Je me suis levé si vite que ma chaise a crié sur le carrelage. Mon esprit s'emballait, mon souffle court. J'étais déjà en train de composer son numéro avant de réaliser que je ne voulais pas entendre sa voix dans un haut-parleur. J'avais besoin de la voir en face. Le trajet du retour me parut plus long qu'il n'aurait dû. Chaque feu rouge était un cruel retard. Chaque klaxon d'un automobiliste derrière moi était comme une interférence dans ma poitrine. Je me répétais des explications. Toutes reposaient sur l'idée qu'il s'agissait d'une erreur. Peut-être que Célia avait déplacé l'argent pour une bonne raison, une surprise même. Je voulais y croire. Mon Dieu, j'y voulais croire. Mais lorsque j'ai franchi la porte d'entrée et que je l'ai vue sur la terrasse, un verre de vin à la main, les jambes croisées et un sourire satisfait, cette conviction a commencé à s'estomper. Elle a levé les yeux lorsque je suis sorti, son regard s'est posé sur mes mains tremblantes. Sur les clés que j'ai laissées tomber sur la table en verre. Mais quelque chose ne va pas, a-t-elle demandé en faisant tournoyer le vin comme si nous étions à une dégustation. Où est passé l'argent? J'ai demandé, la voix tendue, comme si elle avait traversé des centaines de couches d'incrédulité pour s'exprimer. Elle n'a pas cligné des yeux, n'a pas bronché, a juste élargi son sourire et a pris une gorgée. Oh, a-t-elle dit comme si je lui avais demandé quel temps il faisait et que mon cœur battait fort. Célia, où est-il? Elle a posé son verre lentement, délibérément. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, merci pour ta naïveté. Je n'ai pas bougé. Je crois même pas avoir respiré. Elle s'est levée, marchant vers moi avec cette assurance que je trouvais autrefois magnétique. Tu croyais vraiment qu'on construisait quelque chose ensemble? A-t-elle demandé en penchant la tête. Toi et tes rêves de terre et d'héritage. Cette histoire de construire un avenir. C'était ton fantasme, pas le mien. J'ai eu la bouche sèche. Tu as tout pris. Elle a de nouveau levé son verre de vin pour trinquer. Chaque centime. Et ne t'inquiète pas, il n'est pas gaspillé. Masson et moi avons de grands projets. Et grâce à toi, on peut enfin les concrétiser. Masson. Le nom m'a fait l'effet d'une claque. Je l'avais entendu 1 ou 2 fois, mais je n'y avais jamais prêté attention. Une collègue, dit-elle. Une amie de sa salle de sport. Maintenant, j'avais l'impression d'être la chute d'une blague de mauvais goût. J'aurais dû pleurer, hurler. Mais au lieu de ça, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai ri. Au début, ce fut un petit rire. Un soupir incrédule. Puis, il a grandi. Un petit rire, un sourire, et enfin un rire qui a résonné sur les murs, ample, profond et surprenant, même pour moi. Son visage s'est déformé. Et qu'est-ce qu'il y a de si drôle? J'ai essuyé une larme au coin de l'œil, toujours souriant. Mais tu crois vraiment avoir gagné, pas vrai? Elle a froncé les sourcils et baissé son verre. De quoi tu parles? J'ai secoué la tête, toujours en riant, en passant devant elle. Mais tu verras. Elle m'a suivi dans la maison, mais j'étais déjà en haut, attrapant le dossier que je gardais caché au fond de mon placard, un dossier qu'elle n'avait jamais pris la peine de remarquer. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Je l'ai juste tenu dans ma main, comme un souvenir discret de chaque longue nuit, de chaque plan minutieux. Elle a cru m'avoir vidé. Et pour être honnête, pendant une fraction de seconde, elle l'a fait. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de voir, c'est que l'homme qu'elle croyait naïf avait cessé de lui faire confiance depuis des mois. Que l'argent qu'elle avait pris n'était pas le trésor.
C'était le leur, le véritable héritage, encore intact et intouchable. C'est ça, la trahison. Quand on la voit venir, on peut en faire une stratégie. Elle a mordu à l'hameçon, et je devais cela à 10 ans de patience, d'économie et d'observation discrète. Alors qu'elle se tenait dans le couloir, avec ce ricanement confus au visage, je ne lui ai pas adressé la parole. J'ai simplement souri, suis entré dans mon bureau et ai fermé la porte derrière moi. Qu'elle se sente victorieuse. Pour l'instant, le jeu ne faisait que commencer. Célia n'avait pas toujours été une méchante, du moins pas une qu'on pouvait repérer facilement. Elle avait ce sourire raffiné, le genre à désarmer n'importe qui lors d'un dîner. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans une librairie du centre-ville. Elle se tenait au rayon développement personnel, feuilletant un ouvrage sur la confiance en soi et la réussite. J'ai plaisanté en disant qu'elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait besoin de s'améliorer, et elle a ri, un vrai rire, le genre qui résonne. Je me souviens avoir cru tomber sur quelque chose de rare. Elle avait de l'ambition dans la voix et de l'élégance dans la posture. Elle parlait de ses rêves de voyage, de mode, d'influence et d'un style de vie soigné, rempli de sens et de champagne. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. Mais non. Au début, nous étions en phase en surface. Des routines qui se rejoignaient, des conversations nocturnes sur l'avenir, ces petites traditions qui semblent comme des fils qui tissent deux vies en une seule. Mais très tôt, elle a commencé à tâter le terrain. Quand les factures ont commencé à arriver et que la lune de miel s'estompait, j'ai remarqué son évitement. Elle utilisait sa carte pour les brunchs somptueux, mais laissait le loyer inchangé. Elle enflammait nos réseaux sociaux avec des photos mises en scène de week-ends d'escapades, toutes payées avec mes primes d'heures supplémentaires. Je me suis dit que c'était une phase, qu'une fois installée, elle prendrait le relais, porterait le poids avec moi. On construisait quelque chose, n'est-ce pas? Une vie, un avenir. Alors, j'en ai pris plus. Je suis devenu le type qui restait tard, qui travaillait en freelance le week-end, qui a trouvé comment transformer notre sous-sol en appartement à revenus passifs, juste pour compenser les dépenses incessantes. Je ne me plaignais pas. J'ai été élevé dans la croyance que l'amour exigeait des sacrifices. Que les hommes bien portent le fardeau sans avoir besoin d'applaudissements. Je portais cette croyance comme une armure. Mais plus je la portais, plus elle me semblait enchaînée. Célia, quant à elle, sombrait davantage dans l'illusion. Son Instagram était un véritable théâtre. Des soirées en amoureux, des cadeaux méticuleusement photographiés, posés avant même qu'elle ne les ouvre. Et pourtant, derrière ces images brillantes, notre réalité était creuse. Je rentrais de 12 heures de travail et la trouvais, le regard vitreux, allongé sur le canapé, téléphone à la main, à faire défiler les profils d'influenceurs dont le mode de vie lui semblait désespérément imité. Elle parlait de rénover nos meubles tandis que j'étais assise par terre à calculer nos factures. Chaque conversation sur le budget se terminait par un silence, ou pire, par un sarcasme. Ne sois pas si martyr. Un jour, elle a craqué quand j'ai évoqué la nécessité de réduire nos dépenses. Tu fais comme si tu étais la seule à faire des sacrifices, mais elle ne m'a jamais montré les siens. Je m'occupais du crédit immobilier, des mensualités de la voiture, des réparations, des courses, de l'assurance. Chaque fois que quelque chose cassait, je le réparais. Chaque fois que nous avions besoin d'une solution, je faisais des recherches, budgétisais, et la mettais en œuvre. Célia, elle souriait pour les photos. Et avec le temps, même ce sourire est devenu transactionnel, froid, calculé. Avec le recul, je crois que j'ai commencé à la perdre dès que j'ai cessé d'être son fantasme. Je n'étais ni exotique ni téméraire. J'étais fiable. Et fiable pour elle signifiait ennuyeux. Elle rêvait d'une vie de champagne et j'étais celui qui nous soutenait. Je pensais qu'elle s'ennuyait. Je pensais qu'elle recherchait l'excitation, l'étincelle que nous avions perdue en chemin. Alors, je me suis investi davantage. Je l'ai emmenée en voyage, je lui ai acheté des choses que je ne pouvais pas me permettre. J'ai même commencé à m'informer sur les tendances mode, juste pour lui montrer que je tenais à ce qu'elle aimait. Mais rien de tout cela ne l'a ramenée. Ce que j'ignorais alors, c'est qu'elle avait déjà trouvé sa voie de sortie, et que je la finançais. Je me souviens de la première fois où j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle a reçu un SMS et son visage a changé. Pas de peur ou de culpabilité, mais avec ce doux sourire qu'on a en lisant quelque chose de quelqu'un à qui on ne devrait pas parler. Elle a rangé son téléphone trop vite, son regard ne croisant pas le mien.
Quand je lui ai demandé qui c'était, elle a dit que c'était Tasha, du cours de yoga, mais Célia n'était pas allée au cours depuis 2 mois. Puis il y avait eu les appels tard le soir, chuchotés, étouffés par la porte close de la salle de bain. Un parfum qui persistait même alors qu'elle était censée aller faire les courses. Un changement dans sa garde-robe. Des jupes plus courtes, des sacs plus récents, tout cela mystérieusement acquis sans puiser dans le budget que nous étions censés partager. J'ai commencé à vérifier nos dépenses. Discrètement, elle ne l'a pas remarqué. Ou peut-être pensait-elle que je n'oserais pas la questionner. C'est là que j'ai vu le changement. De l'argent transféré sur des comptes que je ne connaissais pas. Des frais pour des courses Uber dans des quartiers où elle n'avait aucune raison d'être. Des frais minimes au début, faciles à manquer. Mais ils ne m'ont pas manqué. C'est là que l'illusion s'est brisée pour de bon. J'ai réalisé que je n'avais jamais été son partenaire. J'avais été sa fondation, son financier, l'homme fiable sur lequel elle avait bâti son fantasme. Tel un château sur un terrain loué, je n'étais pas un mari à ses yeux. J'étais le moteur. Et une fois qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui faisait ressentir quelque chose de nouveau, aussi instable soit-il, elle était prête à m'échanger. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un calcul. Alors, j'ai commencé à planifier aussi. J'ai versé la plupart de mes économies, tout ce que j'avais accumulé pendant 10 ans, sur un compte qu'elle ignorait. Un compte fiduciaire, auquel elle n'avait pas accès sans autorisation explicite. Sur le compte joint, j'ai laissé assez d'argent pour paraître légitime, assez pour tendre le piège. Parce que si elle était déjà à moitié partie, j'avais besoin de savoir jusqu'où elle était prête à aller, et j'avais besoin de preuves. Pendant les heures calmes où elle dormait, j'ai installé un logiciel. Rien d'invasif ou d'illégal, juste assez pour suivre l'activité sur notre ordinateur portable commun. J'ai surveillé les messages, les emails, les feuilles de calcul. Elle se croyait assez intelligente pour se cacher dans des dossiers fiscaux. Et chaque fois qu'elle tapait le nom de Mason, je sentais l'illusion se dissiper un peu plus. Ce n'était pas seulement émotionnel, c'était prémédité, stratégique. Et pourtant, elle portait toujours le masque, m'embrassait toujours sur la joue, souriait toujours pour les photos, disait toujours « je t'aime » quand cela collait au scénario. Mais sa performance était imparfaite et j'avais cessé d'être le spectateur. Célia pensait qu'elle opérait dans l'ombre. Mais en vérité, je regardais tout le temps, non par vengeance. Par nécessité, car l'homme qu'elle pensait pouvoir incarner était déjà sorti de l'illusion. Et le vrai jeu ne faisait que commencer. On ne passe pas 10 ans à construire un avenir sans apprendre à le protéger. Quand les signes de trahison ont commencé à apparaître, j'étais déjà las. Las de faire semblant de ne pas voir. Las d'excuser l'évidence. Mais je n'ai pas affronté Célia tout de suite. Je la connaissais. La confrontation ne ferait que la faire changer d'avis, s'adapter, enfouir la vérité plus profondément. Non. Si je voulais voir toute l'étendue de ce qu'elle faisait, je devais être discret, stratégique. J'avais construit une vie avec elle, mais maintenant, je devais tendre un piège. Tout a commencé avec l'argent. J'avais passé des années à économiser, à gérer des contrats, à faire des doubles journées, à rogner sur les coups quand je le pouvais. Notre rêve, du moins je le croyais, avait toujours été une maison avec un terrain. Pas un condo stérile, pas une halte temporaire, mais quelque chose de durable, de solide. Nous avons discuté de l'endroit où accrocher les carillons éoliens, du nombre de pas qu'il faudrait faire entre le porche et le pommier que je voulais planter. Je me suis accroché à ces rêves plus longtemps que nécessaire. Mais lorsque les rumeurs et les mensonges ont commencé à se répandre dans notre maison comme de la fumée, j'ai su que je devais protéger ce qui me restait. Il y a 8 mois, j'ai ouvert un nouveau compte. Pas un simple compte d'épargne non plus. Celui-ci était sous le nom d'un fiduciaire auprès d'un conseiller financier qui me devait une faveur et qui gardait tout sous clé et en toute discrétion. Le nom qui y figurait n'était pas le mien, pas directement. C'était quelque chose que moi seul pouvais accéder grâce à une combinaison d'identification biométrique et de 2 couches de cryptage. J'y ai transféré 450 000 $ par tranche pour que les virements n'éveillent pas les soupçons. Notre compte joint contenait encore 40 000 $. C'est ce que je lui ai laissé trouver. Une somme crédible, suffisante pour croire que c'était tout. Je me souviens de la première fois où j'ai eu l'idée de tendre un piège. J'étais assis à la table de la cuisine, observant Célia en face de moi. Elle sirotait un café, naviguait sur son téléphone, riant d'un mème qu'elle refusait de partager avec moi. Ses yeux pétillaient,
mais pas dans ma direction. Pas pour moi. C'est là que j'ai compris. Quoi qu'elle ait planifié, elle se croyait plus intelligente que moi. Elle me trouvait prévisible, naïve, sûre de moi. Avant, je voyais ça comme un compliment, d'être la personne stable, la responsable, mais maintenant je réalisais qu'elle y voyait une opportunité, une faiblesse. Alors, je me suis laissé aller. J'ai fait semblant d'être aussi aveugle que jamais. J'ai acquiescé quand elle parlait de voyages qu'elle aimerait faire un jour, ma belle. Peut-être la côte amalfitaine. Je l'ai laissé faire des achats dont je savais qu'ils étaient pour quelqu'un d'autre, de la lingerie qui n'a jamais atterri dans notre chambre, des sacs cadeaux qui ont disparu avant que je ne voie ce qu'il y avait dedans. J'ai arrêté de poser des questions. À la place, j'ai commencé à rassembler. J'ai installé un logiciel sur notre ordinateur portable commun. Je me suis assuré que c'était légal. Je ne cherchais rien de louche, je suivais simplement l'activité sur une machine que j'utilisais aussi. Elle enregistrait les frappes, les emails et reflétait les messages envoyés via ces applications de bureau. Je me disais que c'était pour avoir l'esprit tranquille, mais au fond de moi, je savais ce que j'allais trouver, et c'est ce que j'ai trouvé. Mason. Le nom revenait sans cesse. Ni codé, ni caché, juste là. Franc, arrogant. Leur message était toujours teinté de cruauté, des blagues sur mon ignorance, des fantasmes sur ce qu'ils feraient de mon argent une fois le plan mis en œuvre. Ils l'appelaient « Reine-Mère ». Elle l'appelait « Ma liberté ». Ils parlaient de plage et de start-up, de systèmes de crypto-monnaie et de fausses cartes d'identité. Il n'était pas qu'un simple rebond ou une distraction. Il était son ticket de sortie, et c'était moi qui payais pour ça. J'aurais pu en rester là. Imprimer les journaux, les jeter sur la table de la cuisine, exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. Ces excuses ne m'intéressaient pas. J'étais intéressé par autre chose. La clarté, j'avais besoin de savoir jusqu'où elle était prête à aller. J'avais besoin de voir ce qu'elle ferait si elle pensait que j'étais vraiment parti. Alors, j'ai planifié un voyage d'affaires, un faux voyage. Je lui ai dit que je serais absent 3 jours pour rencontrer des clients dans tout l'État. J'ai même fait ma valise, je l'ai embrassée sur la joue et je suis allé dans un hôtel à l'autre bout de la ville. Je me suis enregistré sous un autre nom, je suis resté silencieux. J'ai tout surveillé. Le premier jour, rien ne s'est passé. Elle a commandé un repas thaï, appelé sa sœur, pris un long bain, normal, mais le deuxième jour, elle s'est connectée au compte joint. Je l'ai surveillée en temps réel. Elle a consulté le solde, puis les transactions, puis le retrait. Elle n'a même pas hésité. 40 000 $ envolés d'un seul coup. Elle a appelé Mason à la même heure. Ils ont ri. Ils ne savaient pas que j'enregistrais chaque mot. Et puis ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une alerte SMS d'une autre banque, que je n'avais pas utilisée depuis des mois. Quelqu'un avait essayé d'accéder au compte en fiducie, sans succès. 3 fois, des identifiants erronés. C'était subtil, mais cela confirmait mes soupçons. Elle savait qu'il y avait plus. Elle ne savait juste pas comment y accéder. Mason avait dû la pousser. Les cupides ne s'arrêtent jamais à un seul but. Ils veulent tout. Cette tentative d'accès ratée. Ça m'a tout dit. Elle ne comptait pas seulement partir. Elle comptait d'abord m'étriper. Et pourtant, j'ai attendu, car maintenant, le jeu avait ses règles. Maintenant, j'avais un moyen de pression. Elle pensait que les 40 000 $ étaient son ticket gagnant. Mais en réalité, c'était un appât, étiqueté, traçable et déjà signalé par ma banque. Elle n'avait pas volé le prix. Elle avait foncé droit dans le mur. J'ai passé la 3e nuit dans cette chambre d'hôtel à examiner les preuves, email, capture d'écran, historique de compte. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de tourner la page, de m'assurer qu'elle ne puisse pas faire à quelqu'un d'autre ce qu'elle m'avait fait. J'ai tout compilé dans un dossier, numérique et physique. Et j'ai ajouté un truc de plus, une feuille de calcul, méticuleusement étiquetée, décrivant toutes les activités suspectes liées à elle au cours de l'année écoulée. Le lendemain matin, en partant, je ne tremblais plus. Je n'avais ni le cœur brisé ni la tête ailleurs. J'étais prêt. Célia avait franchi le pas. Et maintenant, il était temps pour moi de franchir le pas. Elle pensait me connaître, mais l'homme qu'elle avait trahi avait été remplacé par quelqu'un qu'elle n'avait même pas pris la peine de comprendre. Et cet homme, il était sur le point de tourner la page.
Elle a mordu à l'hameçon comme un poisson trop impatient pour remarquer l'étincelle de l'hameçon. Ce mercredi après-midi, alors que j'étais confortablement installé dans une chambre d'hôtel tranquille à 30 minutes de chez moi, Célia pensait commettre le plus gros braquage de sa vie. Je l'ai observé faire depuis mon ordinateur portable, traquant chaque clic, chaque transaction. D'abord, elle s'est connectée à notre compte joint et a viré les 40 000 $ d'un seul coup. Sans hésitation, sans arrière-pensée. Elle n'a même pas fractionné le montant pour masquer le vol. C'était audacieux, arrogant, un geste de quelqu'un qui se croyait vraiment plus malin que tout le monde. Elle a transféré l'argent sur ce que je supposais être un compte privé. Son nom y figurait pourtant. C'était important. Je me suis assuré qu'elle ait un accès égal à cet argent afin qu'une fois l'affaire portée devant les tribunaux, il n'y ait aucune ambiguïté. Ce n'était pas un simple vol. C'était documenté, traçable et totalement intentionnel. Après le transfert, elle a appelé Mason. Leur voix résonnait dans mes écouteurs, claire et nette grâce au micro synchronisé de l'ordinateur portable. « C'est fait », a-t-elle dit. « On chante presque. 40 000 $, ma belle. C'est notre coup de pouce. » Le rire de Mason était nasillard. « Je t'avais bien dit que ça marcherait. » Le type a pratiquement supplié qu'on le vole. « Je parie qu'il est encore là, à croire que tu prépares des cookies pour son retour. » Célia a ricané. « Il pense que je l'attends à la maison avec du vin et un massage des pieds. » Idiot. Je n'ai pas bronché. Je n'ai rien lancé ni crié. J'ai simplement noté l'heure de l'enregistrement. J'étais étrangement calme. Peut-être parce que j'avais déjà fait le deuil de cette relation en silence des mois auparavant. Peut-être parce que je m'en doutais depuis si longtemps que la confirmation était plus satisfaisante que dévastatrice. Quoi qu'il en soit, je ne ressentais rien. Ni douleur, ni regret, juste une lucidité. Il pensait que j'étais impuissant. Que j'entrerais dans la maison quelques jours plus tard, que j'ouvrirais l'application bancaire et que je tomberais à genoux sous le choc. Que j'implorerais des réponses, que j'exigerais de savoir pourquoi. Mais j'avais déjà rejoué cette scène 100 fois dans ma tête. Et je n'ai jamais hésité. Ce à quoi je ne m'attendais pas, en revanche, c'était l'alerte que j'ai reçue ce soir-là d'un de mes faux comptes de pare-feu. C'était le genre de compte dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Un fil d'Ariane que j'avais créé pour attirer quelqu'un comme Célia. Elle a essayé de s'y connecter à 3 reprises. Ses tentatives étaient maladroites, réponse de sécurité erronée, faute de frappe dans l'email. Elle creusait, cherchait toujours plus, ce qui signifiait que Mason était devenu cupide. Il avait dû la convaincre qu'il y avait plus caché quelque part. Il n'avait pas tort, mais il n'avait pas raison non plus. Célia ignorait tout du trust. Elle ignorait totalement que le véritable argent, les 450 000 $ que j'avais mis 10 ans à économiser, était en sécurité, caché sous un autre nom et une structure qu'elle ne pouvait pénétrer. Elle pensait m'avoir vidé, réduit à néant, mais tout ce qu'elle avait fait, c'était dévoiler son jeu. C'est devenu encore plus surréaliste quand je l'ai vu chercher sur Google comment accéder au compte caché de son conjoint et au transfert de crypto-monnaies invisibles. Il ne cherchait même pas la subtilité. Mason l'avait convaincu qu'ils étaient brillants. 2 cerveaux vivant un fantasme de film de braquage. Pendant ce temps, j'étais assis en jogging, sirotant un café d'hôtel bon marché, cataloguant leurs crimes comme un greffier. J'ai même pris des captures d'écran de son historique de recherche, au cas où. Ce soir-là, elle a préparé le dîner. Je l'ai observé à travers le câline que j'avais installé dans un coin de notre salon quelques mois plus tôt. Les images étaient muettes, mais je la voyais fredonner, remuer des pâtes, siroter du vin, jouer la comédie. Elle a servi 2 portions et dressé la table comme si j'allais rentrer d'un moment à l'autre. Puis elle est restée assise à consulter son téléphone toutes les 5 minutes, se demandant probablement quand j'allais voir le solde de mon compte et l'appeler, paniquée. Je ne l'ai jamais fait. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un SMS juste avant de me coucher. Longue journée. Se coucher tôt. À vendredi. Elle a répondu instantanément. Tu me manques. J'ai hâte de te voir. Sois prudente. J'ai regardé ses paroles et j'ai souri. Non pas que j'y croyais, mais parce que je comprenais enfin la profondeur de sa performance. Chaque emoji, chaque surnom, chaque mot d'amour qu'elle m'avait envoyé ces derniers mois, tout cela faisait partie d'un jeu qu'elle pensait gagner. Elle ne s'était pas rendue compte que les cartes étaient faussées. Le lendemain matin, j'ai appelé mon agent bancaire,
discrètement signaler la transaction du compte joint et confirmer qu'elle avait été enregistrée comme activité suspecte. J'ai ensuite appelé une amie en cybersécurité pour qu'elle récupère les journaux d'adresse IP de sa tentative de piratage du compte fictif. Des preuves de plus, de quoi attiser la tempête que je préparais. Pendant ce temps, Célia continuait comme si de rien n'était. Elle a publié une photo ce matin-là, où elle tenait une tasse de café avec la légende suivante, « Fais confiance à ton instinct. Il le sait avant toi ». L'ironie du sort m'a presque fait m'étouffer avec mon verre. Mason est resté la plupart du temps dans l'ombre, mais j'ai suivi son portefeuille de crypto-monnaies. Il a essayé de transférer les fonds en bitcoin, puis les a rapidement transférés vers une crypto-monnaie moins connue. Erreur classique d'amateur, croire que la blockchain est invisible alors qu'il ne s'agit que d'une trace écrite plus importante. Le plus drôle, c'est que Mason avait un casier judiciaire. Je l'avais relevé il y a des semaines. Escroquerie mineure, conduite sous influence et 2 chefs d'accusation d'entrave. Célia n'avait pas fait ses devoirs. Elle a échangé un homme avec 10 ans d'amour, de patience et d'investissement contre un digi au casier judiciaire et à la BMW de location. Vendredi matin, lorsque j'ai quitté l'hôtel, j'avais tout ce qu'il me fallait. Vidéo, enregistrement audio, blocage de transactions, trace IP et, surtout, calme. Je me sentais plus serein que jamais depuis des mois. La colère s'était dissipée. Le chagrin s'était dissipé. Il ne me restait plus qu'un but. Je rentrais lentement chez moi, savourant les rues familières avec un regard neuf. La maison était la même que d'habitude, beige, calme, ordonnée. Je me garai, franchis la porte latérale et posai mon sac comme n'importe quel homme revenant d'un voyage d'affaires. Célia sortit de la cuisine en souriant, comme si elle n'avait pas vidé notre compte 3 jours plus tôt. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-elle d'une voix douce comme du miel empoisonné. « L'épuisant » dis-je en l'embrassant sur la joue. On a dîné, regardé la moitié d'un film, rit-elle à chaque scène, me touchant doucement la main. Elle jouait encore la comédie, inconsciente encore que le rideau allait tomber. Je lui dis bonne nuit tôt, invoquant le décalage horaire. Elle resta éveillée, probablement en train d'envoyer un texto à Mason. Je m'en fichais, car maintenant je n'étais plus seulement un mari essayant de sauver son mariage. J'étais un homme qui avait vu la trahison dans toute sa splendeur et y avait survécu. Et le jugement allait suivre. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux comme n'importe quel autre jour, douce et indifférente, projetant de longues ombres sur le parquet. Assis au bord du lit, je regardais les reflets danser sur mes chaussures tandis que je les lassais. Célia dormait encore lorsque je quittai la pièce, drapée dans sa robe de soie telle une statue de sérénité. Elle ignorait ce qui allait arriver. Elle ignorait que j'avais passé les derniers jours à assembler chaque élément de sa trahison en quelque chose de précis, d'indéniable et d'une précision chirurgicale. J'attendais le soir, non par cruauté, mais parce que je voulais que ce moment s'abatte avec toute la force qu'il méritait. J'avançais avec une patience méthodique, arrosant les plantes, répondant aux emails, me promenant dans le quartier, saluant les visages familiers. De l'extérieur, rien ne semblait anormal. J'étais toujours l'homme calme et fiable qui avait construit cette vie pierre par pierre. Mais intérieurement, je prenais de l'élan. À 18h30, j'ai ouvert une bouteille de vin, son cabernet préféré, issu d'un vignoble qu'elle m'avait autrefois supplié de visiter. J'ai mis la table, allumé une bougie, plié les serviettes à sa guise, glissé sous les assiettes, les couverts parfaitement alignés. La présentation était importante pour Célia. Elle avait toujours eu un faible pour les mises en scène théâtrales, les scènes qui semblaient parfaites, alors je lui en ai offert une. Elle est descendue vers 19h, vêtue d'une robe que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle la serrait comme une seconde peau, le décolleté choisi avec soin. Elle s'est arrêtée sur le seuil, surprise. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai souri lentement et avec mesure. Je pensais qu'on pouvait fêter ça. Je suis de retour. Le voyage est terminé. Tout est réglé. Elle a penché la tête, lisant en moi, essayant de déchiffrer mon ton. Mais j'ai gardé un ton léger, décontracté. J'ai tiré sa chaise, lui ai servi du vin et trinqué. À un nouveau départ. Elle tint son verre contre le mien avec la grâce propre aux comédies romantiques. Un nouveau départ, répéta-t-elle. Nous mangâmes en silence quelques minutes, les fourchettes s'entrechoquant, le vin siroté. Elle parla de sa journée, me demanda des nouvelles du voyage, et plaisanta même sur le fait que sa cuisine devait me manquer. J'acquiesçai, lui offrant suffisamment de réponses pour entretenir l'illusion.
Puis, juste au moment où je lui versais son 3e verre de vin, je la regardai droit dans les yeux et lui demandai, « As-tu vérifié le compte récemment ?» Sa main s'arrêta en plein vol, le verre à quelques centimètres de ses lèvres. « Que veux-tu dire ?» Je me renversai dans mon fauteuil, faisant tournoyer le vin nonchalamment. Le compte joint. Tu t'y émise récemment, n'est-ce pas? Une lueur brilla dans ses yeux. Pas encore de la peur, mais de la conscience. Un tic au coin des lèvres. Un léger changement de posture. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que, dis-je en posant délicatement le verre. Je pense que tu connais déjà la réponse. C'est là que le masque a lâché. Juste un peu, elle a souri, a baissé son verre et a posé son coude sur la table. Tu veux dire celui qui n'existe plus? A-t-elle dit. Ouais, j'ai vérifié. Plutôt généreux de ta part, en fait. Ses yeux brillaient d'une lueur de triomphe. Je lui ai souri en retour, calme et imperturbable. De rien. Elle a ri, moqueuse, canonne, comme quelqu'un qui croit avoir gagné au loto. Mason et moi avions vraiment besoin de ce coup de pouce final, a-t-elle dit en faisant tourner son verre. Tu sais, pour prendre un nouveau départ. Tu nous as pratiquement donné le ton. J'ai ri doucement en secouant la tête. Tu crois vraiment t'en être tiré? Elle a penché la tête, non? C'est alors que j'ai fouillé dans ma poche et sorti le morceau de papier plié. Du papier épais, soigneusement imprimé, sans aucune inscription, à part un simple titre en haut. Le vrai compte. Je l'ai glissé sur la table, la regardant plisser les yeux tandis qu'elle le prenait. Elle déplia la feuille avec un mélange de curiosité et de prudence. Puis son visage devint vide. Le solde était imprimé en gras, 450 000 $. Le nom du compte ne m'était pas familier. L'historique des transactions indiquait un seul versement mensuel. Mes dépôts, aucun retrait, aucun lien avec son nom. Je laissai le silence s'éterniser, savourant l'instant. C'est là que se trouve le véritable argent, dis-je. Le compte dont tu ignorais l'existence. Celui auquel tu essayais d'accéder sans y parvenir. Elle fixa le papier, clignant lentement des yeux comme si les chiffres allaient se réorganiser et devenir un mensonge. Mais non. Ils étaient stables, imperturbables. Ces 40 000 $ que tu as pris? Continuai-je d'une voix basse et précise. C'était un appât. Juste assez pour te tenter. Juste assez pour tester jusqu'où tu irais. Et tu es allé plus loin que je ne le pensais. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle posa le papier. Tu m'as piégé. Non, dis-je, debout. Tu t'es piégé toi-même. Je t'ai juste donné la parole. Elle ouvrit la bouche, mais je ne la laissai pas parler. Je pris mon téléphone et tapotai l'écran. Un enregistrement se déclencha, sa voix était inimitable. Il est trop confiant. Le temps qu'il s'en aperçoive, Mason et moi serons partis depuis longtemps. Le son emplit la pièce, chaque syllabe était sèche et accablante. Son visage se vida de ses couleurs. J'arrêtai l'enregistrement et la regardai. Je la regardais vraiment. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. Ce n'était pas la personne avec qui j'avais construit un avenir. C'était quelqu'un de complètement différent, quelqu'un de froid, d'opportuniste. Creux. Pourquoi? Demandai-je, non pas parce que j'avais besoin de la réponse, mais parce que je voulais l'entendre. Elle ne répondit pas. Elle fixa simplement le papier, puis le téléphone, puis me fixa de nouveau. Son assurance s'était évanouie. À sa place, il y avait quelque chose de brut, de peur. Je me dirigeai vers la cuisine, ouvris un tiroir et en sortis un dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des journaux de transactions, des impressions de messages, un paquet bien rangé de trahisons. Je le déposai sur la table à côté de son assiette. C'est pour l'avocat, dis-je. Pourtant, elle ne dit rien. Sa respiration devint saccadée, ses yeux se dirigeant vers la porte comme un animal pris au piège. Tu pensais que je ne le découvrirais pas, dis-je doucement. Tu pensais que j'allais m'effondrer. Mais on ne peut pas détruire quelqu'un et repartir sain et sauf. Plus maintenant. Je me dirigeai vers le salon, la laissant à table avec son fantasme ruiné. Je l'entendis murmurer quelque chose. Peu m'importait quoi. Regret, excuse, déni. Peu importait. La révélation était faite. La vérité éclatait.
Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Le dîner fut partagé ce soir-là. Ce n'était pas une célébration. C'était les funérailles de l'illusion, et j'en avais fini avec le deuil. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle au début. Elle resta assise là, figée, la lueur vacillante des bougies projetant de longues ombres déformées sur son visage. Sa main flottait près du verre de vin qu'elle ne buvait plus. Ses doigts tremblaient légèrement, comme si le poids de ce qu'elle avait lu, entendu et compris s'abattait d'un coup et lui fracassait la colonne vertébrale en 3 endroits. Je n'éprouvais plus de pitié. Plus maintenant. J'avais perdu toute trace de cette émotion pendant les semaines passées à retracer sa trahison. Ce soir, j'en avais assez d'être l'homme qu'elle croyait autrefois trop faible pour le remarquer. Elle releva enfin les yeux. Ses yeux étaient vitreux mais secs. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. Je m'appuyai contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés sur ma poitrine. « Bien sûr que si », dis-je calmement. « Mais tu refuses simplement d'admettre à quel point tu m'as sous-estimé. » Je croyais que tu avais dit que le compte joint était tout, balbutia-t-elle. À toutes nos économies? Non, répondis-je. Tu as supposé que c'était parce que tu pensais que j'étais exactement celui que tu voulais que je sois. Confiant, loyal, stupide. Tu as pris ces 40 000 $ comme un voleur qui s'enfuit d'une maison non verrouillée, croyant avoir cambriolé le coffre-fort. Elle cligna des yeux vers moi, les rouages dans son esprit tournant visiblement. Ainsi, le vrai compte n'était jamais à vous. J'ai interrompu. C'est sous une fiducie. Celui que vous ne penseriez jamais chercher car il est construit autour de tout ce que vous avez ignoré chez moi. Ma patience, ma prévoyance, ma discipline. Elle tressaillit à ce dernier mot. Elle se moquait de ses qualités. M'a appelé ennuyeux quand j'ai refusé les vacances afin que nous puissions atteindre nos objectifs plus rapidement. M'a appelé obsessionnel lorsque j'ai retrouvé les dépenses jusqu'au parfum. Mais ses habitudes, ils ont construit la forteresse qu'elle ne pouvait pas violer. Sa bouche s'ouvrit, puis se ferma. J'ai attendu. Elle a essayé à nouveau. Donc, tout cela me met en place, en m'apportant. C'était une sorte de vengeance. J'ai secoué la tête lentement. Non, c'était la légitime défense. Vous avez tracé pour voler tout ce que je travaillais. Vous avez passé des mois à mentir sur mon visage, en utilisant mon argent pour emmener votre petite amie en vacances tout en prétendant que nous étions encore une équipe. Le piège n'a pas créé votre trahison. Il l'a révélée. Ensuite, je me suis avancé et j'ai posé le coup final. J'ai recommencé mon téléphone, j'ai fait défiler dans un dossier étiqueté des confessions et j'ai frappé le jeu. Sa voix remplit à nouveau la pièce. Cette fois, ce n'était pas le commentaire sarcastique sur le fait que je faisais trop confiance. C'était sa conversation avec Mason il y a 2 nuits. Une fois qu'il est sorti de l'image, nous drainerons tout ce qui reste. Il a toujours des comptes que je n'ai pas encore craqués. Mason, nous sommes si proches. Je l'ai laissé jouer tout le long. Le visage de Célia se tord. Un mélange de panique, de rage et d'incrédulité s'est tordu sur ses traits. Mais tu m'espionnais. Tu planifiais un braquage. J'ai contré. J'avais le droit légal de surveiller l'activité sur nos appareils partagés. Chaque message, chaque mémo vocal, chaque tentative de violation des comptes factices. Tous enregistrés, tous admissibles. Elle se leva alors, repoussant la chaise violemment. C'est fou. Tu es fou. Non, Célia, dis-je uniformément, immobile. Je suis prêt. Pour une fois, j'ai joué par vos règles. Ses épaules se soulevèrent tandis que sa voix se levait. Vous agissez comme si j'étais le méchant. Savez-vous ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui est obsédé par les chiffres et les plans et les avenirs ennuyeux? Vous avez aspiré l'air de ce mariage bien avant que Mason n'arrive. J'ai hoché la tête lentement. Donc, au lieu de partir comme un adulte, vous avez comploté pour vider nos comptes, disparaître avec lui et me laisser tenir les décombres. C'est votre justification. Elle lança ses mains. Vous ne comprenez pas. Tu ne m'as plus fait de me sentir vivant. J'ai souri puis véritablement, pas par amusement, mais reconnaissance. C'était là. La vérité sans phare. Célia n'avait pas voulu de partenaire. Elle voulait un piédestal. Elle voulait que je puisse alimenter son style de vie, ses fantasmes, et quand j'ai cessé d'être utile, elle a essayé de m'effacer. Je comprends parfaitement, dis-je.
Tu voulais que je silencieux, conforme et aveugle. Mais maintenant, vous vous tenez dans une maison que vous pensiez être la vôtre, en regardant un homme que vous pensiez pouvoir utiliser pour toujours. Et devinez quoi, Célia? Vous vous trompez sur les deux comptes. Elle me regarda comme si elle voyait un étranger. Peut-être qu'elle l'était. Peut-être que j'avais passé si longtemps à essayer de préserver la paix que j'ai oublié de lui laisser voir de quoi j'étais capable. Le vrai moi. Celui qui n'a pas seulement survécu à la trahison, mais qui l'a prévu. Je suis passé devant elle jusqu'au tiroir près de la cuisine et j'ai sorti une enveloppe épaisse. Ici, dis-je, le lui donnant. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une pétition de divorce déjà déposée. Une copie de l'enregistrement de la fiducie de protection des actifs, une lettre notarise indiquant que tous les fonds dans le compte conjoint avaient été signalés comme suspects et retracés, et enfin, une lettre de mon avocat décrivant les accusations portées. Vol d'identité, tentative de fraude par fil et restitution civile. Elle le laissa tomber comme si cela brûlait les doigts. Vous faites ça? Je l'ai déjà fait. Pendant un moment, elle avait l'air de pleurer, mais les larmes ne sont jamais venues. Peut-être qu'elle a réalisé qu'il ne fonctionnerait pas. Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle avait pleuré le loup une fois de plus. Je vous ai donné tout ce que j'ai dit. Ma voix bas mais ferme. Et vous l'avez vendu pour des sensations fortes bon marché et un homme qui déjs dans des clubs avec des planchers collants. Vous pensez que je suis le méchant pour me protéger? Elle n'a pas répondu. Et donc avec un dernier souffle, je l'ai dit. Vous avez pris le mauvais appât. Vous poursuiviez toujours l'illusion de plus. Mais la vraie richesse, la vraie valeur, c'était dans l'homme que vous avez trahi. Je suis sorti, puis je l'ai laissé debout dans la salle à manger avec un dîner froid, une enveloppe brûlante et les cendres de tout ce qu'elle pensait avoir gagné. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Le piège avait été réglé. La ligne avait été franchie. Et maintenant, la justice arrivait. Le matin après avoir servi les limites, la maison était calme. Pas de pas. Pas de sentier de parfum menant à la salle de bain. Pas de table de petit déjeuner mise en scène avec juste la bonne quantité d'éclairage pour ses histoires Instagram. Célia était partie. Elle n'avait pas pris ses vêtements ni ses chaussures. Juste son téléphone, un sac à duffel et sa paire de lunettes de soleil préférées, celles qu'elle portait quand elle pensait qu'elle avait l'air puissante. Laissez-la les avoir. La vraie puissance avait déjà changé. À 9 heures, je suis entré dans le bureau du centre-ville d'Iris Delgado, mon avocat. La montée en ascenseur avait envie de sortir d'une tombe dans laquelle je n'avais pas réalisé que je vivais depuis 2 ans. Iris avait été recommandée par un vieux collègue, quelqu'un qui m'a dit qu'elle se spécialisait dans des dégâts comme le mien. Et il n'était pas tort. Elle ne m'a pas salué avec sympathie ou fausse préoccupation. Elle a simplement poussé un dossier sur le bureau et a dit « Rendons cela propre et permanent ». Je lui avais déjà envoyé les fichiers, chaque capture d'écran, chaque clip audio, chaque enregistrement de retrait, chaque tentative de connexion ratée. Elle les a triés par date et étiquetés avec une efficacité impitoyable. Elle n'est pas seulement coupable de vol, a déclaré Iris, traversant le dossier. Elle est coupable d'intention, de préméditation et de fraude numérique. J'ai hoché la tête. Et les lèvres de Mason Iris ont éclairé plusieurs comptes d'accessoires. Et il a tenté d'acheter des fonds dans un portefeuille de crypto-monnaies lié à un échange signalé qui traverse les lignes d'État, donc c'est le fédéral maintenant. Nous avons déjà alerté les autorités. Il sera sur le radar demain matin s'il ne l'est pas déjà. Cela a semblé surréaliste entendre ma douleur se traduit par une terminologie juridique. Mais c'était aussi libérateur. Tout ce qu'elle et Mason avaient chuchoté, planifié et exécuté était maintenant documenté, déposé et mis en mouvement comme une machine qui ne pouvait pas s'arrêter. Iris se pencha en arrière sur sa chaise. Nous demandons le divorce sous violation de l'obligation fiduciaire, de la violence financière et de la fraude conjugale. Nous gélions les actifs partagés restants aujourd'hui. Elle ne pourra rien toucher à l'avenir. Et la maison que vous l'avez achetée, titre en votre nom uniquement. Cela reste avec vous. C'était le seul endroit que j'avais craint de perdre. Pas pour sa valeur monétaire, mais pour ce qu'il symbolisait. J'avais passé des années à imaginer ma vie avec Célia dans cette maison. Des années me convainquant que si je lui construisais un château, elle apprendrait à être une reine. Mais elle n'avait jamais voulu le rôle. Elle voulait le trône, le pouvoir et aucune de la loyauté. Iris m'a passé une épingle.
Signe ici. Nous déposerons auprès du tribunal avant midi. J'ai signé. Mon nom est sorti propre. Pas de coupe dans ma main. Résolvez simplement. Cet après-midi, la vraie tempête a commencé. À 15 heures, les comptes de Célia avaient été gelés. Les fonds qu'elle avait tenté de rouler depuis le compte conjoint a été inversé en vertu des dispositions de fraude. Les petites victoires ont commencé à empiler. Le propriétaire de l'appartement maçon aurait été loué sous un faux nom a été contacté. Apparemment, il avait disparu, laissé derrière lui un dépôt à moitié payé et une fenêtre cassée. Il n'était pas lisse. Il était stupide et bruyant. Les autorités n'avaient même pas besoin de regarder fort. Son portefeuille crypto, lié à une transaction de drapeaux de notre compte conjoint, a envoyé suffisamment de drapeaux rouges pour invoquer un bataillon. 3 jours plus tard, il a été récupéré dans une station-service à Jacksonville, en Floride, essayant d'acheter un téléphone en brûleur. Les maréchaux américains l'ont eu en poignée avant de finir de pomper du gaz. Ils ont trouvé un lecteur flash dans son sac à dos avec une piste papier numérique de tentative de blanchiment de cryptographie et un plan mal écrit pour déménager à Bali. Maçon n'était pas un cerveau. Il était un fantasme à laquelle ceux qui se sont accrochés lorsqu'elle voulait avoir l'impression de m'avoir dépassé. Célia a essayé d'aller sous terre un peu. Elle ne m'a pas contacté directement. Pas d'excuses, pas de confrontation, juste du silence. Elle a dû penser que rester silencieux était son meilleur jeu, laisser les choses refroidir, réapparaissait avec une nouvelle histoire SOB et espérer que les tribunaux ne poussent pas trop fort. Mais Iris n'allait pas laisser cela se produire. Nous avons déposé une plainte pénale pour un accès non autorisé à un compte protégé. Le sentier en papier était hermétique. Chaque tentative de connexion, chaque transfert, chaque réinitialisation de mots de passe qu'elle a initié sans autorisation, les empreintes digitales numériques partout. Il était suffisant pour déclencher des accusations de fraude au niveau de l'État. Et une fois que Maçon a été réservé, il a dit que Célia lui avait dit que j'étais émotionnellement violent, que je cachais de l'argent, qu'elle méritait de reprendre ce qui était à juste titre le sien. Il a essayé de se faire sonner comme un héros erroné, mais ses enregistrements téléphoniques, ses emails et le moment des retraits ont raconté une autre histoire. Il était complice. Et pire, il était assez stupide pour tout laisser non crypté. Iris et moi nous sommes remis une semaine plus tard pour nous préparer à l'audience. Elle a tout présenté. Elle va prétendre qu'elle a été induite en erreur, que Maçon l'a manipulée, qu'elle était une femme émotionnelle confuse et émotionnelle essayant de récupérer son indépendance. Et cela fonctionnera ? J'ai demandé. Iris sourit comme un requin. Cela va fonctionner et lancer un parapluie en papier sur un ouragan. Célia n'avait aucun effet de levier. Le compte en fiducie était légalement solide. Les clips audio étaient clairs. L'argent avait été restauré, mais l'intention derrière le vol est restée. Et avec le tribunal maintenant bouclé, son image en tant que femme mal comprise n'allait pas voler. Quand je suis entré dans la salle d'audience pour l'audience préliminaire, elle ressemblait à un fantôme de la femme que j'avais épousée. Ses cheveux se sont attachés serrés, pas de maquillage, des vêtements modestes et modérés. Son avocat a tenté de la peindre en tant que femme sous pression, manipulée par une force extérieure. Maçon avait déjà conclu un accord de plaidoyer, la laissant sécher. Peu importait à quel point son avocat a essayé de changer le blâme. Tout a souligné ses choix. Le juge a posé une question qui a scellé son sort. Était-ce avant ou après avoir tenté d'accéder plusieurs fois à des comptes financiers privés de votre mari en utilisant de fausses informations d'identification ? Son silence était toute la réponse dont le tribunal avait besoin. Au moment où l'audience enrichit, elle avait été condamnée à rembourser les dommages-intérêts, à renoncer à toute réclamation pour époux et à se préparer à un procès de fraude officielle. Le divorce procéderait à ce qu'elle n'ait pas accès à mes actifs, pas de droit à ma retraite et pas de place dans la maison dans laquelle elle a posé une fois pour sa vie sociale organisée. Je n'ai pas célébré. Il n'y avait pas de jalon, juste une expiration tranquille, du genre qui venait de se tenir enfin sur un sol solide à nouveau. Quand je suis sorti de cette salle d'audience, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme un survivant. Et plus que cela, j'avais l'impression d'avoir finalement récupéré ma propre histoire. Le palais de justice était plus froid que prévu. Pas en température, mais en énergie, une sorte de silence stérile. Comme tout ce qui est à l'intérieur de ces murs était conçu pour éliminer la chaleur des moments humains. Je me suis assis dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience 2B, en regardant Célia et son avocat chuchoter à l'autre bout du banc.
Elle ne m'a pas regardé, pas une fois, pas même quand elle savait que je la regardais directement. Elle était vêtue de bleu marine, probablement raconté par son avocat que cela aurait l'air sombre, non conflictuel. Son maquillage était atténué, pas de rouge à lèvres rouges, pas de yeux enfumés, juste des lèvres pâles et du mascara qu'elle pensait pourrait attirer la sympathie. J'ai presque ri. C'était la même femme qui passait une heure à se préparer pour le brunch. Maintenant, elle voulait ressembler à la victime. Iris Delgado, mon avocat, s'est assis à côté de moi, calme comme toujours. Elle a tapoté le bord de son fichier avec une épingle, traversant les sections de l'onglet comme si elle organisait un classeur de recettes. Je lui ai demandé une fois si le tribunal la rendait nerveuse. Elle avait dit, seulement quand je sais que je bluffe, et nous ne bluffons pas. Le Balef nous a appelés. Le juge, une femme du nom de Brennan avec des lunettes pointues et un ton encore plus net, était déjà assis lorsque nous sommes entrés. Elle n'a pas pris la peine de parler. Juste les faits, s'il vous plaît. Mon genre de personne. L'avocat de Célia a commencé la volée d'ouverture. Il est allé en sympathie. Votre honneur, ma cliente, Madame Rowe, est une femme qui croyait qu'elle était dans un partenariat sécurisé et aimant. Elle a été induite en erreur, manipulée émotionnellement et financièrement. Quand elle a pris des mesures, ce n'était pas de la cupidité. C'était par désespoir et en trahison. Trahison. Ce mot a atterri lourd. Je l'ai entendu et ma mâchoire fléchissait avant de pouvoir l'arrêter. J'ai mordu sur ma langue. Non pas parce que je la croyais, mais parce que je ne pouvais pas croire qu'il le disait réellement avec un visage impassible. Puis il a pivoté à Mason. Le co-conspirateur en question, Monsieur Reeves, a été une mauvaise influence, un opportuniste. Il a profité de l'état émotionnel vulnérable de Madame Rowe. Ses actions, bien que non défendables, n'étaient pas calculées de malveillance. Ils étaient le sous-produit de la manipulation psychologique. Célia baissa les yeux comme si elle avait été entraînée pour le faire à ce moment exact. C'était une performance, et une partie de moi admirait presque la coordination. Mais Iris n'a pas tressailli. Quand c'était à notre tour, elle se tenait comme un tireur chevronné, prêt pour une seule grève précise. « Votre honneur, commença-t-elle. Nous ne sommes pas ici pour débattre de la détresse émotionnelle. Nous sommes ici pour examiner les preuves, et les preuves sont écrasantes. » Elle a remis l'exposition, une transcription compilée des messages clés échangés entre Célia et Mason au cours des 6 mois, codés en couleur, datés et soutenus par des horodatages. Et Madame Rowe, les enregistrements de la copie de l'État, sont admissibles. Il fait trop confiance. J'ai déjà accès au compte conjoint. Une fois qu'il est parti, je vais tout tirer et nous disparaissons. L'avocat de Célia s'est opposé, a déclaré que les enregistrements manquaient de contexte. Iris leva un front. Nous avons des transcriptions complètes, les 36 heures, le juge a fait un geste. Rejeté. Au moment où nous avons introduit les enregistrements d'écran des tentatives de connexion ratées de Célia au compte de confiance, la salle d'audience s'est sentie étouffante de sa culpabilité. Les horodatages alignés avec mon emplacement de piste GPS. J'étais hors de la ville. Elle était à la maison, entrant dans les mauvaises références encore et encore. Iris a donné le coup final avec une brutalité calme. Votre honneur, ce n'était pas l'acte d'une femme en détresse. Cela a été prémédité par la fraude financière effectuée avec précision. Elle n'était pas une victime. Elle était l'architecte. Les yeux de Célia étaient devenus vitreux. Ses mains étaient serrées, blanches sur ses genoux. Pourtant, elle ne m'avait pas regardé que j'avais remarqué plus que toute autre chose. Elle ne pouvait pas rencontrer les yeux de l'homme qu'elle a essayé de creuser et de remplacer. Le juge se pencha légèrement en avant. Madame Rowe, vous avez déclaré dans votre dépôt que vos actions étaient spontanées et émotionnellement réactives. Souhaitez-vous réviser cette déclaration maintenant compte tenu de la preuve? Son avocat a chuchoté quelque chose rapidement à l'oreille. Célia s'éclaircit la gorge. Je ne savais pas que ça irait jusqu'ici, a-t-elle dit. Je voulais juste avoir l'impression d'avoir le contrôle de quelque chose. C'était la plus proche qu'elle venait d'admettre la culpabilité. Le juge Brennan hocha lentement la tête. L'intention compte, mais l'action aussi. Et les actions prises ici ont été délibérées, répétées et dissimulées. Vous n'avez pas simplement enfreint la confiance de votre mari. Vous avez tenté de relancer les actifs matrimoniaux, de collaboration avec un tiers et d'accès à des comptes protégés sous de faux prétextes. Elle s'est tournée vers le greffier du tribunal.
Les accusations de fraude pénale seront avancées comme recommandé par le bureau du DA. Quant à la pétition de divorce et à la division des actifs, c'est à ce moment-là qu'elle a atterri. Madame Rowe doit perdre toutes les allégations de conjoint. Pas de pension alimentaire, pas de part de la confiance protégée. La restitution des 40 000 $ est en totalité. Les biens personnels doivent être retournés dans les 7 jours ouvrables sous la supervision des officiers. Tout délai entraînera d'autres frais. Célia a alors brisé, pas fort, pas de façon dramatique, juste une larme silencieuse, un tremblement dans sa mâchoire, un effondrement de posture, et je ne ressentais pas de satisfaction. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de l'immobilité, une fin calme d'un chapitre qui avait essayé de m'enterrer. À l'extérieur de la salle d'audience, Iris m'a serré la main. « Bien joué », a-t-elle dit. « Ce n'était pas un match », ai-je répondu. Mais à certains égards, c'était un jeu qu'elle pensait que je ne savais pas que je jouais. Un jeu qu'elle a perdu au moment où elle a supposé que j'étais trop douce pour riposter. Et maintenant, la planche était claire. La reine était tombée, et je m'éloignais sans une seule pièce manquante. 3 semaines après l'audience finale, je me tenais devant un petit artisan de 2 étages niché au bord d'un quartier calme, des clés à la main, l'acte plié soigneusement dans le compartiment à gants de mon camion. Il n'y avait pas de ballon, pas de signe de bienvenue, pas d'agent immobilier souriant avec une bouteille de champagne bon marché. Juste moi, le clic de verrouillage dans le ruisseau d'un nouveau départ. La porte d'entrée s'est légèrement développée alors qu'elle s'ouvrait, honnête contre les charnières honnêtes. Je suis entré à l'intérieur et j'ai laissé le silence s'enrouler autour de moi comme un manteau familier. Plancher de bois franc s'étirait dans des tons de miel. Une garniture blanche a bordé les fenêtres. Une cheminée attendait tranquillement à l'extrémité du salon comme si elle avait retenu son souffle tout ce temps. Je passais ma main le long du mur alors que je marchais plus profondément dans la maison. Celui-ci était à moi. Chaque centimètre. Pas une seule sonode à personne que moi. Pas de meubles mis en scène. Pas de photos polies de couples étreignant avec des panneaux vendus. Pas de fantôme persistant d'un mariage construit sur l'illusion, juste de la peinture fraîche et de l'air calme et le sourd rythmique doux de mes bottes traversant des pièces qui résonnaient enfin avec la vérité. La cuisine sentait légèrement de nouveau stratifié et de nettoyant au citron. Il n'y avait pas d'île, pas de réfrigérateur à vin, pas de comptoir en granit instagrammable, mais il y avait de l'espace sur un espace, un endroit pour s'asseoir à la table sans ne pas mentir. J'imagine que les futurs matins, moi, le café à la main, le soleil traversant les stores de la cuisine comme des lames d'or. Plus de prétendants. Plus besoin de jouer le personnage d'arrière-plan dans le rêve organisé de quelqu'un d'autre. Je marche dans le couloir, les mains traversant la surface fraîche des murs, imaginant comment je remplirais l'endroit. Un canapé vert foncé, étagère en bois récupéré. Un tourne-disque dans le coin, rien de tout ce qui est flashy, tout le mien. À l'étage, la chambre principale faisait face à l'est, les fenêtres s'ouvrant sur une vue sur les arbres et le ciel, et pas grand-chose d'autre. Je me tenais là pendant un certain temps en regardant le vent jouer à travers les branches. J'ai pensé à la tranquillité de la paix. Pas fort comme une vengeance, pas lourd comme le chagrin, tout de même. La salle de bain était petite, mais elle avait une fenêtre, et j'aime ça. J'avais passé des années à me préparer dans une maison où tout était poli, mais suffocant. Cet endroit avait un léger et de respirer. Après avoir fini de marcher dans toutes les pièces, je suis en rond en bas et je suis sorti sur le porche enveloppant. Le bois était solide sous mes pieds, le type de porche construit pour contenir des chaises à basculer des discussions tard dans la nuit. J'ai pris place sur le pas supérieur et j'ai laissé le silence du quartier s'installer. Une brise passée. Feuilles bruissées. Un oiseau a atterri sur la clôture à travers la cour. Rien de spectaculaire, mais c'était comme une vie expirée avec moi. 10 minutes plus tard, j'ai entendu des pas sur le chemin de gravier menant à ma cour avant. J'ai levé les yeux pour voir une femme, peut-être la fin des années 60, les cheveux gris tirés dans un chignon lâche, marchant vers moi avec une tarte à la main. Elle portait un cardigan et un jean doux qui avaient connu de meilleures décennies. « Vous devez être le nouveau propriétaire », a-t-elle dit, souriant comme si quelqu'un s'était frayé un chemin à travers des moments plus difficiles. Je suis Marcha. Je vis juste là-bas. Elle a montré la maison de l'autre côté de la rue. Je me suis levé et j'ai offert ma main. Julian. Julian Rowe. C'est ravi de vous rencontrer. Elle m'a tendu la tarte, toujours chaude, enveloppée dans un chiffon à carreaux. Bienvenue dans le quartier, Julian.
En recommençant, j'ai hoché la tête, tenant son regard. Ouais, et cette fois c'est pour moi. Elle n'a pas fait un coup de feu, m'a juste tapoté le bras et m'a dit, eh bien, c'est un bon endroit pour ça. Puis elle s'est retournée et est retournée à travers la route, me donnant une petite vague avant de disparaître dans son Porsche. Je me suis assis et j'ai mis la tarte à côté de moi. Ça sentait la cannelle et autre chose que je ne pouvais pas placer. Quelque chose de vieux, réconfortant, réel. Je n'ai appelé personne ce soir-là. N'a pas posté de photos. N'a pas envoyé de SMS à ses amis avec l'adresse ni demandé des cadeaux de crémaillère. Je n'avais pas besoin de témoins à ce moment. La preuve était dans le silence, dans la clé, encore chaude de ma main, dans la porte qui s'est ouverte sans hésitation. Plus tard, j'ai déballé quelque chose. Juste les bases. Vêtements, une boîte à outils, quelques livres. Je ne me suis pas précipité. Il n'y a pas eu de date limite maintenant. Aucune pression pour créer un récit. Cette maison n'avait besoin d'impressionner personne. Il avait juste besoin de me tenir. En mettant mes livres sur une étagère de fortune, j'ai trouvé un vieux journal que je n'avais pas ouvert depuis des années. En le faisant, je me suis arrêté à une page que j'avais écrite au début de mon mariage avec Célia. L'écriture était soignée, presque pleine d'espoir. Un jour, nous aurons une maison qui est la nôtre, construite avec amour, avec du temps, avec quelque chose qui ne peut pas être acheté ou truqué. J'ai fermé le journal lentement. Ce rêve n'était pas mort. Il venait de détourner l'enfer. Et maintenant, j'étais de l'autre côté. Cette nuit-là, j'ai fait un dîner simple, des œufs et des toasts. Rien d'Anthony. Je me suis assis à ma table de cuisine nue, une lampe sombre fredonnant au-dessus de moi, et j'ai mangé en silence. Pas le silence solitaire, juste la paix, le genre que je ne connaissais pas pour que je mourais de faim. Avant de me coucher, je suis redevenu sur le porche. Les étoiles étaient faibles mais visibles, dispersées comme des témoins tranquilles à travers le ciel. Je me suis penché contre le poteau, j'ai pris une longue inspiration et j'ai laissé tout tomber. Les mensonges, la trahison, l'écho de la salle d'audience, tout cela. Ici, je n'étais pas l'homme qui avait été volé. J'étais l'homme qui avait reconstruit. J'ai verrouillé la porte derrière moi, pas par peur. Mais parce que j'avais finalement quelque chose qui mérite d'être protégé, ma paix, ma maison, mon nom et tout cela était finalement à moi. C'était un jeudi après-midi pluvieux lorsque l'enveloppe est arrivée. Aucune adresse de retour, juste mon nom fait défiler dans l'écriture en bloc sur le devant. Le papier était humide au coin de la bruine qui s'était glissée à travers le rabat de la boîte aux lettres, mais le sceau maintenait. Je me tenais à la porte de ma nouvelle maison, les clés qui pendaient d'une main, de café dans l'autre, et je les regardais comme si elles pourraient exploser. Je savais de qui ils provenaient avant même de l'ouvrir. Il n'y avait pas de cachet d'importance juridique, pas d'étiquette de transfert du bureau d'un avocat ou d'un établissement correctionnel, juste un message calme et délibéré de quelqu'un qui avait disparu sans confrontation, sans fermeture. J'ai glissé mon pouce sous le rabat et je l'ai déchiré lentement, laissant le poids de celui-ci s'installer. Une feuille de papier, une phrase, vous gagnez. C'était ça. Aucune signature, aucune explication, pas d'excuse, seulement 3 mots écrits en encre qui avaient légèrement saigné sur les bords. Comme même la pluie ne pouvait pas résoudre le message. Je n'ai pas ri, pas tout de suite. Je me tenais juste là dans le calme de mon entrée, la tempête tapant contre les fenêtres comme un souvenir essayant de trouver un moyen de retour. J'ai relu les mots, comme s'il y avait peut-être plus de cachette. Mais il n'y en avait pas, Célia avait finalement manqué de performance. J'ai posé la note sur la table d'entrée à côté du bol en céramique où j'ai maintenant laissé tomber mes clés et mon changement. Puis j'ai pris mon café et je suis entré dans le salon. La cheminée vacillait du gaz bas, pas du bois, mais c'était suffisant pour donner la chaleur de la pièce. La même chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ça m'a frappé alors. Pas la lettre elle-même, mais la vérité qui la confirmait. C'était fini. Complètement. Indéniablement terminé. Plus de bataille légale. Plus de mensonges. Plus de réveil à la peur de partager un toit avec un étranger portant le visage de ma femme. Cette petite note griffonnée dans une défaite tranquille n'était pas seulement un message. C'était une reddition et c'était mon traité de paix. Alors oui, finalement j'ai ri, mais pas par dépit, pas par vengeance. C'était un soulagement. C'était la liberté. L'acte final de Célia n'était pas une confession ou un plaidoyer pour le pardon.
C'était une reconnaissance. Elle avait essayé de me ruiner. Elle a échoué. Et maintenant même elle le savait. Je me penchai sur le canapé, mes yeux dérivant vers le plafond alors que la pluie s'épaississait à l'extérieur. La tempête ne se sentait pas inquiétante. Cela semblait nettoyer, comme le rinçage final après une longue guerre sale. Quelque part là-bas, Célia vivait dans une chambre d'amis de l'Ohio. Ses rêves ont réduit à un matelas contre un mur pâle à la mémoire d'un plan qui se retournait de façon spectaculaire. Son petit ami l'avait fantôme dès que les accusations ont atterri. Sa réputation, autrefois vierge dans le monde organisé qu'elle adorait, a été brûlée. Les gens n'ont plus dit son nom avec admiration. Ils l'ont chuchoté comme un avertissement. Et moi, j'avais ma maison, ma solitude, ma santé mentale. J'avais des voisins qui ont salué au lieu de chuchoter, un horaire qui ne tournait pas autour des besoins de quelqu'un d'autre. Les repas que j'ai préparés pour moi-même dans une cuisine qui ne ressemblait plus à une scène. J'avais l'air que je pouvais respirer complètement. Et j'avais dormi. Un vrai sommeil ininterrompu. Le genre qui ne vient pas avec des mâchoires et des rêves serrés remplis de doutes. Cela n'avait pas été facile d'aller ici. Il y avait des nuits dans cette chambre d'hôtel où je doutais tout. Où je me suis demandé si j'étais peut-être trop paranoïaque, si j'imaginais la trahison. Il y avait des jours devant le tribunal où je me sentais comme le méchant juste pour me défendre. Les jours où les larmes de crocodile de Célia m'ont fait paraître froide et calculée. Mais j'avais réussi. Et plus que cela, j'avais reconstruit sans couper les coins ni compromis qui j'étais. Pour une fois, je suis resté fidèle à moi-même. Et c'était une victoire plus grande que toute victoire légale. La lettre était toujours assise sur la table d'entrée. Je n'ai pas bougé pour le jeter. Pas encore. Non pas parce que je voulais le garder, mais parce que je voulais me rappeler ce que cela m'a coûté de le gagner. Chaque relation vous change. Certains vous apprennent l'amour, certains vous apprennent la perte. Célia m'a appris à écouter le silence, à faire confiance à mon instinct, à ne jamais confondre la présence avec le partenariat. J'avais l'habitude de penser que l'amour était mesuré en cadeaux et vacances et sourires organisés. Maintenant, je savais mieux. L'amour est une cohérence tranquille. L'amour est le respect quand personne ne regarde. L'amour est la vérité plutôt que la commodité. Je me suis tenu et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la tempête se déverser sur la cour. Le jardin n'avait pas encore pris forme. C'était surtout de la saleté et du potentiel, mais je l'ai aimé de cette façon. Il y avait quelque chose d'honnête dans le sol non planté. Il tenait de l'espace pour ce qui se passait. Avec le temps, je planterai des tomates, peut-être des poivrons, peut-être un figuier. Non pas parce que cela impressionnerait quiconque, mais parce que c'était quelque chose qui a pris racine lentement et a redonné avec patience. J'aime cette idée. Des choses qui grandissent parce qu'elles sont nourries, pas parce qu'elles sont forcées. La sonnette a sonné. Je l'ai ouvert pour trouver Marca, mon voisin, de l'autre côté de la rue, debout sous un parapluie jaune avec une autre tarte à la main. Pis du jour de la pluie, dit-elle avec un haussement d'épaule. Vieille habitude. J'ai gloussé et me suis écarté. Entrez. Laissez-moi mettre du café. Elle est entrée comme si elle était déjà venue ici une douzaine de fois. Confortable et gentille. Toujours s'installer. Y arriver? J'ai dit, se ressemble plus à la maison tous les jours. Elle a posé la tarte et m'a lancé un long regard. Vous avez la paix dans vos yeux maintenant, a-t-elle dit. Je n'ai pas eu ça quand tu as emménagé. J'ai hoché la tête lentement. A pris un certain temps pour gagner. Elle sourit. Les bons font toujours. Nous nous sommes assis avec du café et de la tarte pendant que la tempête dansait sur les fenêtres. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais pas le besoin de m'expliquer à qui que ce soit. La guerre était terminée, les masques étaient partis et la vie que j'avais maintenant, c'était calme, mais c'était le mien. Plus tard dans la soirée, après le nettoyage des plats et que Marcha était retournée dans son Porsche chaud de l'autre côté de la rue, j'ai pris la lettre une dernière fois. Vous gagnez. Je l'ai relue. Ensuite, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai glissée dans le tiroir inférieur de mon bureau. Pas comme un trophée, mais comme un rappel que parfois les gens qui essaient de vous briser sont ceux qui vous poussent vers la vie que vous étiez toujours censé vivre. Merci, Célia, pour votre cruauté, pour votre trahison, et pour enfin, me libérant enfin.